Bonjour, bienvenue sur la chaîne traitant des équations de la mécanique quantique. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter comment Paul Dirac a découvert les antiparticules. Notez bien que l'équation de Dirac est d'une grande complexité. Elle mêle l'ensemble des concepts que je vous ai présentés lors des précédentes vidéos, à savoir principalement l'équation de Schrödinger, la relativité restreinte, le spin et l'intrication quantique. Je vais au travers de cette vidéo en résumer les principaux concepts. Si vous souhaitez accéder aux démonstrations complètes, vous pouvez télécharger la fiche dont l'URL est indiquée en commentaire de ma vidéo. Cette vidéo se décompose en 5 parties. L'introduction explique la démarche de Paul Dirac. Puis, nous commencerons par poser les bases. Ensuite, nous établirons l'équation de Klein-Gordon, calculant l'énergie d'une particule à partir de son équation de propagation. Enfin, nous expliquerons l'équation de Dirac qui améliore l'équation de Klein-Gordon. Pour finir, nous envisagerons ce que sont les antiparticules à énergie négative, qui sont les solutions de l'équation de Dirac. Les parties 2 à 4 expliquent les équations de la mécanique quantique qui rentrent en jeu dans l'équation de Dirac. Si ces équations vous semblent trop complexes, vous pouvez passer directement à la dernière partie de cette conférence. Dans quel contexte Paul Dirac, en 1931, a découvert les antiparticules? Il a en fait cherché à améliorer l'équation de Klein-Gordon qui calcule les énergies possibles d'une particule dont l'évolution dans l'espace et le temps est décrite par l'équation de Schrödinger. Cette équation de Klein-Gordon imparfaite se heurte à plusieurs impossibilités qu'a essayé de résoudre Paul Dirac. Une particule possède une vitesse suffisamment importante pour que les lois de la relativité restreinte s'appliquent. Paul Dirac a introduit la relativité restreinte ainsi que le spin dans l'équation de propagation de la particule. Il est arrivé ainsi à identifier deux types de particules dans l'équation obtenue. Les particules classiques à énergie positive, mais aussi des antiparticules à énergie négative. Mais avant de présenter l'équation de Dirac, qui est d'un niveau de complexité jamais atteint, nous devons rappeler les concepts de base qui vont être utilisés par Paul Dirac. Voici les concepts dont nous avons besoin. Nous allons les aborder un par un dans la suite de cette conférence. Rappelons tout d'abord l'équation de Schrödinger, décrivant le déplacement d'une particule non relativiste. Si l'on se réfère à la fiche sur l'équation de Schrödinger, nous avons vu qu'une solution à l'équation de propagation d'une particule non relativiste dans l'espace et le temps, psi de r et t, est décrite par une exponentielle de l'énergie grand E fois le temps moins la quantité de mouvement P, scalaire le vecteur de position R. Quelle est l'évolution de la particule dans le temps? Quelle est son évolution dans l'espace? En dérivant l'équation de propagation dans le temps, nous obtenons la première partie de l'équation de Schrödinger. IH bar dérivé de psi par rapport au temps est égal à l'énergie E fois psi.
en dérivant cette fois par rapport à l'espace, donc dérivée de psi par rapport à l'espace R, notez aussi opérateur vectoriel nabla de psi, nous obtenons la deuxième partie de l'équation de Schrödinger. Donc moins IH bar nabla de psi égale vecteur quantité de mouvement fois psi. Ces deux équivalences sont utilisées par la suite dans l'équation de Dirac. Rappelons maintenant ce qu'est une forme hermitienne. Mais tout d'abord, rappelons que le conjugué d'un nombre complexe, noté avec une barre, s'obtient en inversant la partie imaginaire. Si un nombre est égal à son conjugué, nous pouvons en déduire qu'il est réel. Une application f sur deux vecteurs x et y est dite de forme hermitienne si f appliqué à x et y est égal à f appliqué à conjugué de y et x. Par conséquent, f appliqué à x donne des valeurs réelles. Un espace vectoriel est dit hermitien s'il est muni d'un produit scalaire de forme hermitienne. En dimension n, il s'écrit somme des coordonnées du conjugué de x multiplié par les coordonnées de y. Sur un intervalle continu, le produit scalaire est représenté par une intégrale. Le produit scalaire est un nombre, d'où son nom. Le produit scalaire de x avec lui-même donne la norme au carré du vecteur x. La norme équivaut à la longueur du vecteur. Rappelons de la même façon ce qu'est un opérateur hermitien. Un opérateur U sur un vecteur est dit hermitien si U de x scalaire y est égal à x scalaire U. En notation matricielle, un vecteur est une matrice colonne. Le vecteur transposé est une matrice ligne. Le produit scalaire de deux vecteurs matrices s'écrit x étoile y avec x étoile la matrice conjuguée, c'est-à-dire matrice ligne de x. En conjuguant chacun des indices, x étoile s'appelle la matrice adjointe. L'opérateur hermitien U peut être représenté par une matrice A. La matrice A est hermitienne si x étoile A étoile Y est égal à x étoile à y. Il s'agit d'un nombre qui est x scalaire à y. AY est la transposée du vecteur Y par l'opérateur matriciel A. Dans ce cas, en conformité avec la propriété d'un opérateur hermitien, pour tout vecteur x, le nombre x étoile AY est réel.
Une matrice hermitienne possède des valeurs propres réelles. Je rappelle qu'une valeur propre est calculée par la relation A vecteur x égale à un nombre lambda fois vecteur x. L'opérateur A conserve les vecteurs x à un facteur près de dilatation lambda. Alors les vecteurs x forment une base de l'espace vectoriel. Ils sont orthogonaux dans le cas d'une matrice A hermitienne. Toute matrice hermitienne A est diagonalisable à l'aide d'une matrice de passage unitaire U. Les colonnes de U sont les vecteurs propres de A. Définissons maintenant ce qu'est l'espace de Minkowski. L'espace de Minkowski est un espace-temps à 4 dimensions, contenant des quadrivecteurs. Il utilise un formalisme permettant de conserver les longueurs des quadrivecteurs dans le cadre d'une transformation de Lorentz, comme la rotation ou la translation. Il est à la base des équations de la relativité restreinte d'Einstein. On pourra se référer à ma vidéo sur l'espace de Minkowski. La première dimension de cet espace est la dimension de temps. Les 3 autres sont les dimensions des grandeurs d'espace. Nous retrouvons ces principes écrits en notation matricielle. Le tenseur métrique est représenté par la matrice diagonale, grand G. La longueur d'un vecteur se calcule au travers de sa norme. La norme au carré vaut transposé de U grand G U. Le tenseur métrique permet de calculer les longueurs dans l'espace de Minkowski. Dans un espace à 3 dimensions, on utilise pour identifier les axes des indices 1, 2, 3, des lettres de notre alphabet, I, J, etc. Dans un espace-temps, nous utiliserons les lettres grecques, mu, nu, xi, pour identifier les indices des axes. Les axes des vecteurs d'une base sont précisés en indices, tandis que les coordonnées d'un vecteur dans cette base sont précisées en exposants. Ainsi, la décomposition du vecteur U dans cette base s'écrit somme de U indice mu fois E exposant mu. Avec la convention de notation d'Einstein, nous pouvons omettre la somme. L'équation obtenue devient compréhensible et s'en trouve simplifiée. En représentation matricielle, un vecteur colonne s'écrit avec un exposant. Un vecteur ligne s'écrit avec un indice. Un vecteur ligne est la transposée d'un vecteur colonne. Le produit scalaire de U et V par le tenseur métrique G s'écrit en définitive G de U et V égale à U exposant mu fois V exposant nu fois G indice mu nu. Les matrices de Pauli permettent de modéliser le spin dans les équations quantiques. Regardons comment elles sont construites. Tout d'abord,
Le spin se superpose aux grandeurs classiques du système, que sont la position, la quantité de mouvement, décrites par la fonction d'onde. L'opérateur produit tensoriel permet de modéliser cette superposition. Le spin peut être représenté par une matrice de dimension 2. Un automorphisme unitaire est un opérateur F dans un espace hermitien, donc qui conserve le produit scalaire. La conservation du produit scalaire implique la conservation de la norme. Il existe deux types d'automorphismes: les rotations et les symétries axiales ou réflexions, ou également une combinaison des deux. Un groupe spécial unitaire est un automorphisme représenté par une matrice de déterminant 1. En dimension n, une matrice appartenant à son groupe est notée SU de n. Le groupe spécial unitaire de dimension 2 est important dans la représentation du spin, comme nous le verrons plus tard. En dimension 2, la matrice SU2 est représentée de la façon suivante. Son déterminant vaut 1, ce qui implique que norme de alpha au carré plus norme de bêta au carré égale 1. La matrice adjointe de SU2, notée SU étoile 2, est égale à la transposée de la matrice conjuguée. Elle vaut le produit de la matrice adjointe SU2 avec SU2 est une matrice diagonale de coefficients norme de alpha au carré plus norme de bêta au carré. Nous avons vu que ce coefficient est égal à 1. Par conséquent, la matrice SU2 possède la propriété suivante. Le produit de la matrice adjointe SU2 avec SU est la matrice identité. On dit alors que SU2 est unitaire. Toute matrice unitaire satisfait aux lois suivantes. Son déterminant vaut 1, ses vecteurs propres sont orthogonaux, ses valeurs propres sont réelles et elle est diagonalisable. Une base de SU2 est I sigma X, I sigma Y et I sigma Z. Avec sigma X, sigma de Y et sigma Z, les matrices de Pauli. Rappelons ici le concept du spin d'une particule. Pour plus de détails, vous pouvez visionner ma vidéo sur le spin. Une particule possède un moment magnétique intrinsèque représenté par le vecteur grand S que nous pouvons mesurer par rapport à un axe Z. En mécanique quantique, seules les valeurs propres sont mesurables, car elles sont réelles dans un espace vectoriel hermitien. Elles sont quantifiées, c'est-à-dire possèdent des valeurs réelles discrètes et limitées. Les valeurs propres de l'opérateur S de Z sont notées M. Elles représentent le moment. Les valeurs propres de la norme du vecteur grand S sont notées petit s. Elles représentent le nombre quantique de spin. Le spin est entier ou demi-entier. Pour un électron, le spin vaut 1,5. Donc M prend les valeurs moins 1,5 et plus 1,5.
On les note plus et moins par simplification. Le moment magnétique intrinsèque forme un groupe spécial unitaire, SU2. Nous avons vu que les matrices de Pauli forment une base de SU2. Notons grand S de I égale H bar sur 2 sigma de I, les matrices de base du moment magnétique intrinsèque. Avec sigma de I, les trois matrices de Pauli vues précédemment. Le commutateur de deux éléments S de I avec S de J vaut epsilon IJK IH bar grand S de K. Les matrices de Pauli étant une base du référentiel du spin, en physique quantique, chaque valeur de spin peut être générée par une combinaison des matrices de Pauli. Pour un électron de spin plus ou moins 1,5 par rapport à l'axe des Z. Les différentes valeurs du spin sont sigma plus et sigma moins, calculées par une combinaison des matrices sigma x et sigma y. Nous l'avons vu, un espace vectoriel de dimension 3, muni d'un produit scalaire hermitien, possède des vecteurs propres orthogonaux. Cet espace est appelé groupe spécial orthogonal, noté SO3. Cet espace vectoriel est celui de la fonction d'onde psi en physique quantique. Si nous combinons l'état d'un système représenté par sa fonction d'onde avec ses états de spin, nous avons une combinaison des deux systèmes par le produit tensoriel. On pourra se référer à la fiche sur l'intrication quantique. Cette combinaison produit deux systèmes séparables, un pour le spin plus et un pour le spin moins. Nous les notons psi de S, R et T égale une matrice colonne psi plus et psi moins. Cette matrice à deux indices est appelée un bispineur de Dirac. Rappelons enfin la loi de conservation de la charge. La loi de conservation de continuité de la charge est un grand principe physique s'appliquant aux particules quantiques. Si ρ est la densité volumique de charge entraînée à la vitesse v, alors J égale ρv est la densité volumique de courant. Localement, en l'absence de volume, l'équation de conservation s'écrit d de ρ sur dt plus divergence de J égale 0. Appliquons maintenant ce principe à la mécanique quantique. La densité de probabilité ρ vaut psi étoile de psi, soit la norme de psi au carré. Psi étoile étant l'adjoint de psi, c'est-à-dire la transposée du conjugué. En dérivant par rapport au temps la densité de probabilité, on obtient l'équation de Schrödinger s'écrit de la façon suivante, avec V, l'énergie potentielle. Elle peut aussi s'écrire en divisant par IH bar et en l'appliquant à psi étoile adjoint de psi. L'équation de la dérivée de ρ dans le temps s'écrit donc au final, d de ρ sur dt égale à moins 1 sur m, divergence de la partie imaginaire de psi étoile, divergence de psi. Or, d de ρ sur dt
est égale à divergence de J. Donc la densité de courant est égale à 1 sur m, partie imaginaire de psi étoile, divergence de psi. Voici les rappels finis. Commençons par établir l'équation de Klein-Gordon, qui n'est pas relativiste et ne tient pas compte du spin. Planck a montré que l'énergie d'un photon est quantifiée de valeur h bar oméga, oméga étant la pulsation de l'onde. De Broglie a montré que la quantité de mouvement est égale à h bar k, avec kr le décalage de l'onde dans l'espace, la phase. La norme de P au carré est égale à h bar au carré fois la norme de k au carré. La norme de k du vecteur d'onde est appelée nombre d'onde. C'est le nombre utilisé dans les transformations de Fourier. Ce nombre d'onde est relié à la longueur d'onde par la relation k égale à 2π sur lambda. La longueur d'onde est égale à la fréquence nu divisée par c, la vitesse de propagation de l'onde. Donc k égale à 2π nu sur c. De plus, la fréquence est reliée à la pulsation de l'onde par la relation nu égale oméga sur 2π, donc k égale à oméga sur c, soit écrit autrement, oméga au carré égale à c au carré fois k au carré. À partir des équations de Planck et de Broglie, on en déduit que l'énergie au carré est proportionnelle à la quantité de mouvement au carré avec un facteur de proportionnalité égal à c au carré. Einstein a démontré que l'énergie au repos, ou énergie potentielle grand U, était égale à m0c au carré. On en déduit l'équation de Klein-Gordon, c'est-à-dire énergie totale au carré égale à c au carré fois p au carré plus m au carré fois c à la puissance 4. À partir des rappels sur l'équation de Schrödinger que nous avons vue dans la première partie, nous pouvons en déduire l'équation de Klein-Gordon appliquée à la fonction d'onde. Ensuite, remplaçons d2 sur dr2 par le Laplacien. Nous obtenons l'équation finale de Klein-Gordon, écrite en rouge, appliquée à la fonction d'onde d'une particule. L'équation de Klein-Gordon doit rester compatible avec la relativité restreinte. Pour cela, introduisons la métrique de Minkowski, c'est-à-dire ajoutons la dimension temps, et donc représentons les vecteurs par des quadrivecteurs. Tout d'abord, la densité de courant que nous avons vue précédemment, appelée J, J est égal à ρV avec ρ la densité de probabilité et V la vitesse. Transformons J en quadrivecteur, J exposant mu. Définissons la dérivée partielle par rapport à une de ces 4 dimensions d'un quadrivecteur. Notons là delta indice mu. Voici les 4 dérivées partielles. Une grandeur est mesurée par l'opérateur G exposant mu nu que nous avons vu précédemment et qui nous permet de définir l'opérateur de dérivée partielle delta exposant mu par dérivée partielle par rapport au temps moins dérivée partielle par rapport à l'espace x, y, z, soit le vecteur nabla. Dans la suite de cette présentation,
Nous allons par simplification omettre les constantes h bar et c. L'équation de Klein-Gordon exprimée avec des quadrivecteurs s'écrit donc 2 fois l'opérateur delta mu appliqué à psi plus m au carré psi égale 0. La notation d'un seul coup se simplifie énormément. Dans l'espace de Minkowski, la densité de courant J s'écrit de la même façon en introduisant la dérivée partielle par rapport à mu. Maintenant, calculons la dérivée partielle de J par rapport à mu. Nous obtenons en dérivant psi étoile delta mu psi la soustraction de deux nombres réels. Donc la dérivée partielle du quadrivecteur J étant purement imaginaire, nous en déduisons qu'elle est nulle. Nous avons vu que delta mu était une dérivée partielle par rapport au temps et une dérivée partielle nabla par rapport à x, y et z. L'équation de continuité que nous avons vue précédemment nous dit que la somme des dérivées partielles par rapport au temps de la densité de probabilité plus la dérivée partielle de J par rapport aux axes des longueurs valait 0. Ce qui implique que J0, la valeur de J par rapport à l'axe des temps, vaut ρ la densité de probabilité. Calculons maintenant la valeur de J0 dans le cas d'une onde plane. Pour rappel, l'équation d'une onde plane. Psi en fonction de R et T. Calculons maintenant la valeur de J0 grâce à la formule suivante. J0 égale moins 1 sur M, partie imaginaire de psi étoile, dérivée partielle par rapport au temps de Y. La dérivée partielle par rapport au temps s'écrit delta 0 dans l'espace de Minkowski. En dérivant l'équation de l'onde plane par rapport au temps, nous obtenons au final J0 égale à norme de grand N au carré sur M fois l'énergie grand E. Rappelons que grand E au carré est égal à P au carré plus M au carré. En rappelant la simplification, C égale 1. Grand E égale à plus ou moins racine carrée de P au carré plus M au carré. Pour les solutions d'énergie négative, la densité de probabilité est négative, ce qui n'est pas possible. L'équation de Klein-Gordon implique deux soucis. Premièrement, elle admet des solutions d'énergie négative. Deuxièmement, la densité de probabilité peut être négative. L'équation de Dirac, que nous allons voir par la suite, cherche à résoudre ces soucis, notamment l'impossibilité d'une densité de probabilité négative. Nous avons vu que la dérivée seconde de la fonction d'onde par rapport au temps dépend de la masse au carré moins le Laplacien, les paramètres C et H étant des constantes. Dirac cherche donc des solutions de la forme I de psi sur dt égale à moins alpha nabla plus m bêta de psi, avec alpha et bêta des constantes à déterminer. Pour cela, en dérivant cette équation, nous devons obtenir moins nabla au carré plus m au carré de psi, ce qui implique vecteur alpha scalaire vecteur alpha égale 1.
et bêta au carré égale 1. De plus, bêta vecteur alpha égale à 0. Ce qui équivaut aux équations suivantes. D'après ces équations, le vecteur alpha et le scalaire bêta ne sont pas des nombres, mais des opérateurs linéaires qui peuvent être représentés par des matrices alpha chapeau et bêta chapeau qui agissent sur les composantes R et T de la fonction d'onde. Les opérateurs alpha et bêta possèdent les propriétés suivantes. Ils sont hermitiens car le hamiltonien est hermitien. Les valeurs propres sont égales à plus ou moins 1 car leur carré vaut l'identité. Leur trace est nulle. Les matrices de Pauli possèdent les propriétés de l'opérateur alpha. Passons en dimension 4 dans l'espace de Minkowski. Les matrices de Pauli s'écrivent alors. L'opérateur scalaire bêta, pour avoir les propriétés précédentes, doit valoir en notation d'Einstein, introduisons les matrices gamma exposant mu égale à gamma exposant 0 égale bêta et gamma exposant 1 ou 2 ou 3 égale à bêta alpha indice x ou y ou z. Ce qui donne en représentation matricielle en multipliant les deux membres de l'équation de Dirac par gamma 0, puis en utilisant les deux équivalences de Schrödinger, nous obtenons puis en définissant l'opérateur qui agit sur des quadrivecteurs gamma exposant mu p, indice mu, égale gamma 0, p0, moins vecteur gamma, scalaire vecteur p, avec mu égale à 1 ou 2 ou 3. L'équation de Dirac s'écrit gamma exposant mu moins facteur de psi égale à 0. Définissons le vecteur densité de courant par J exposant mu égale à psi étoile lambda 0 gamma mu psi. Nous retombons bien sur sa propriété dérivée partielle de J mu par rapport à mu est égale à 0. Démontrons-le. Dérivons J de mu par rapport à mu. Nous obtenons dans l'équation de Dirac, nous pouvons remplacer P mu par son équivalent I delta mu, soit I gamma mu, delta de mu, psi, moins m psi égale 0. En transposant et en conjuguant matrice adjointe, nous obtenons sachant que l'adjoint de gamma 0 est égal à gamma 0 et que l'adjoint de gamma 0 gamma mu est égal à gamma 0 gamma mu, delta mu de J exposant mu s'écrit soit l'équation suivante, ce qui implique au final delta mu de J mu égale à 0. C'est QFD. Donc J exposant 0 est égal à la norme de psi. Donc J0 est positif. Rappelons que J0 est la densité de probabilité ρ.
Donc la densité de probabilité est positive. Nous avons résolu le deuxième souci de l'équation de Klein-Gordon. Calculons les solutions de l'énergie afin de vérifier si le premier souci de l'équation de Klein-Gordon est résolu également. Pour cela, comme précédemment, cherchons les solutions de type onde plane adaptées à un quadrivecteur. En plus de P mu et X mu, introduisons grand N exposant mu, une matrice colonne de dimension 4. Nous avons surtout l'équivalence entre ET moins PR et P mu. Simplifions la dimension 4 en dimension 2 en regroupant les termes des matrices comme nous l'avons vu avec les matrices alpha et bêta. Donc grand N mu peut s'écrire sous la forme d'une matrice colonne à deux coefficients UA et UB en introduisant la notion de bispineur de Dirac que nous avons vu dans les rappels. L'équation de Dirac s'écrit avec la solution onde plane. Elle est nulle si gamma mu, P mu, moins m facteur n est égal à 0. Remplaçons dans l'équation gamma mu par les matrices suivantes. Nous obtenons un système linéaire à deux équations. En remplaçant dans la première équation UB par sa valeur en fonction de UA, nous obtenons une relation entre l'énergie, la masse, et la quantité de mouvement. Il s'agit de l'équation de Klein-Gordon. Notons plus et moins epsilon les deux solutions concernant l'énergie, avec epsilon valant racine carrée de P au carré plus M au carré. Dans le cas d'une solution, grand E est égal à plus epsilon, l'équation de Dirac, dans le cas d'une onde plane, s'écrit. Dans le cas d'une solution, grand E égale moins epsilon, l'équation de Dirac, dans le cas d'une onde plane, s'écrit. Nous trouvons encore des solutions à énergie négative. Le premier souci n'est toujours pas résolu. Nous l'avons vu avec l'équation de Dirac, nous ne pouvons pas, quelle que soit la méthode de résolution, exclure des solutions à énergie négative. Plutôt que de réfuter ces équations, les physiciens ont cherché à comprendre ce que veut dire une énergie négative. Dirac a émis l'hypothèse de trous dans le vide constitués par des antiparticules d'énergie négative. Ce trou d'antimatière attire une particule de matière d'énergie positive pour l'annihiler, car la somme des deux énergies est nulle. Par exemple, un électron est attiré par son antiparticule appelée positron. Nous voyons l'introduction assez tôt de la notion de vide quantique, qui par la suite va devenir très important, car en interaction avec les particules, pour leur donner leurs propriétés. Voilà, cette conférence se termine ainsi. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.